Merci beaucoup à vous d'être venu, merci Charles, et merci au Forum des images. Alors Charles, tu as dit déjà beaucoup de choses, finalement tu aurais presque pu faire cette conférence toi-même en tant qu'expert. Non mais effectivement, quand on se pose la question d'établir une programmation un peu comme celle-ci, qui entend montrer des films contemporains, qui tisserait un rapport parfois de continuité avec le cinéma classique hollywoodien, il y a cette étiquette du néoclassicisme qui vient tout de suite en tête, et qui est on pourrait dire une sorte de label qui aurait été attribué comme ça à beaucoup de cinéastes, parfois très différents les uns des autres, hein, de Clint Eastwood à Jeff Nichols, à James Gray, à Michael Mann. Et donc l'objet un peu de cette discussion ce soir, ça va être un peu dans une sorte de jeu du chat et de la souris, de partir des cinéastes auxquels on a accolé cette étiquette pour en dégager des caractéristiques et d'utiliser ces caractéristiques pour discriminer ensuite tel ou tel autre cinéaste, voire tel ou tel autre film, hein, puisqu'il y a certains réalisateurs qui, on va dire, vont être néoclassiques plutôt par période, par intermittence. Et dans l'esprit aussi de la programmation, je vais essayer de me concentrer plutôt sur des cinéastes dont, on va dire, la majorité de la production date d'après les années 2000. Je place tout de suite un petit mot d'excuse, un petit disclaimer. On va plutôt parler de réalisateurs que de réalisatrices pendant cette discussion, puisque voilà, je ne vous cache pas que le corpus, comme vous allez le voir, va être majoritairement masculin, ce qui n'est pas tout à fait surprenant quand on se dit qu'on cherche des cinéastes qui se réfèrent à une tradition ancestrale des studios hollywoodiens qui étaient eux-mêmes déjà très masculins. Ce qui n'est évidemment pas pour dire que, on pourrait dire, la question du cinéma classique n'a pas intéressé des réalisatrices. Hein, la séance d'ouverture de ce cycle, c'était The Mastermind de Kelly Reichardt, qui compte, je pense, parmi les cinéastes américaines contemporaines les plus intrigantes. Et c'est totalement une cinéaste qui se réfère, qui essaie de retravailler certains genres hollywoodiens, en particulier le western dans First Cow et La Dernière Piste, mais qui va, on pourrait dire, s'emparer de ce genre en essayant d'en proposer une nouvelle version, un nouveau regard, une révision plus féminine et puis surtout plus empreinte d'un certain héritage de la modernité. On peut penser à un sens de la durée qui peut évoquer Chantal Akerman par exemple. Et donc l'idée, ça va être de se dire que finalement, la question des genres les plus identifiés du cinéma classique hollywoodien, hein, je parlais du western, on peut penser au film noir, au film de gangster, au mélodrame, à la comédie. Tous ces genres, en fait, n'ont jamais vraiment disparu du paysage hollywoodien. L'idée de cette étiquette néoclassique, ça va être plutôt de prendre la température à un moment précis de ces flux et reflux du cinéma américain par rapport à sa propre histoire et à son propre passé. Alors, c'est assez difficile de dater l'apparition de cette étiquette. Quand est-ce qu'on a commencé à parler de cinéastes néoclassiques ? Il y a des films des années 80 qui sont qualifiés ainsi comme des films des années 2000. Mais je pense que c'est un qualificatif qui a émergé pour répondre à deux besoins de la cinéphilie et de la critique. Le premier, qui serait un peu plus large et qui est finalement une quête sans cesse renouvelée, ce serait d'essayer de qualifier la trajectoire de l'histoire des formes du cinéma américain après les années 80. On peut dire, bon alors il y a peut-être un biais un peu rétrospectif qui fait que je vais schématiser, mais que jusqu'à la fin des années 80, on a une idée assez claire de la direction dans laquelle avance le cinéma américain. Il y a ce qu'on appelle un peu la préhistoire du cinéma. Assez vite, le système des studios se met en place, muet puis parlant, avec une petite période pré-code, comme on l'appelle, entre les deux. Ensuite, de 1934 à peu près, instauration du code de censure, jusqu'aux années 60, c'est cette période florissante de l'apogée des studios américains. Déclin progressif dans les années 60, l'arrivée d'un vent de modernité, c'est ce fameux nouvel Hollywood dont on parle très souvent, de la fin des années 60 à la fin des années 70. Et ensuite, pendant les années 80, un mouvement un petit peu, on pourrait dire, de réactance, une espèce de retour en arrière, tourné vers les années 50, qui va s'inspirer des codes de la publicité pour créer un cinéma, on pourrait dire, plus archaïque et à but commercial. Encore une fois, on va dire que je schématise. Mais
ça me semble beaucoup plus compliqué de le faire pour le cinéma postérieur à ces années 80. Finalement, quel a été le front commun des cinéastes américains après 1990? Ça me semble plus dur à définir. Et donc, l'idée de parler de néoclassicisme serait comme ça une tentative voilà, de labelliser une période. Maintenant, la deuxième nécessité, je pense qu'elle vient aussi pour distinguer au sein de ces années 90 une partie des cinéastes qui étaient en activité et en essor, on va dire. Les années 90, on les présente régulièrement comme une sorte de moment de renouveau du cinéma indépendant américain. C'est, Charles le disait, la décennie de Quentin Tarantino exemplairement, mais aussi de Paul Thomas Anderson et d'autres cinéastes qui avaient commencé peut-être un peu plus tôt, mais on peut penser aux frères Cohen, à Steven Soderbergh, des gens comme ça qui vont, je dirais, revendiquer une certaine singularité par rapport au carcan du cinéma classique hollywoodien, qui vont faire un cinéma, on pourrait dire, qui vaut voilà, pour cette originalité, des films un petit peu virtuoses, un petit peu joueurs, qui vont puiser dans le cinéma classique, moins, on pourrait dire, une ligne esthétique que tout un tas d'archétypes, de codes, de genres, de situations à malmener, détourner, pour y insérer leur propre singularité. Exemplairement, Pulp Fiction, ce que fait Pulp Fiction avec le film noir ou le film gangster. Donc on pourrait dire qu'il y a d'un côté du spectre des années 90 comme ça, ces cinéastes, on peut dire postmodernes, je les qualifierais affectueusement de roublards, mais, et de l'autre côté, il y aurait au contraire ces fameux cinéastes dits néoclassiques qui vont se distinguer de leurs autres contemporains par cette envie de revenir, un peu comme on qualifie la peinture néoclassique par opposition au rococo et au baroque, de revenir à une essence de ce qu'a été le cinéma hollywoodien, et je dirais créer un cinéma de l'harmonie plutôt que de l'ironie. Vraiment essayer de retrouver, vraiment sans recul critique, sans second degré, quelque chose voilà, de ce qui a fait l'ADN du cinéma classique, c'est-à-dire, encore une fois, je fais un peu des généralités, puisqu'on s'entend qu'il y avait autant de cinéma classique qu'il y avait de cinéastes classiques, mais on pourrait dire que voilà, la sève un petit peu du cinéma de cette époque, c'était un idéal de lisibilité, d'efficacité, une adéquation entre la forme des films et les récits et les personnages, qui produisait comme ça une sensation de transparence entre le public et la vie à l'écran. Et c'est aussi, on pourrait dire, ce but commun, cet horizon qui va faire que les cinéastes néoclassiques vont être un peu plus difficiles à débusquer que d'autres, puisque disons qu'ils ne vont pas être tout de suite identifiables en un coup d'œil. Un cinéaste comme Brian De Palma, par exemple, qui s'est aussi référé au cinéma classique, lui va être qualifié plutôt de maniériste, puisque lui il va puiser vraiment une sorte d'inspiration très directe, en l'occurrence du cinéma de Alfred Hitchcock, retravailler de manière très précise et très explicite des motifs en particulier, établir un dialogue, là où le cinéma néoclassique va au contraire souscrire à cet idéal, mais qui ne va pas vraiment s'exprimer par une griffe formelle tout de suite identifiable, et plutôt ressurgir à travers des situations, des récits, une atmosphère, et on pourrait dire des choix de mise en scène à l'échelle de la structure des films. Bon, j'ai déjà beaucoup monologué en introduction de cette conférence, donc je vous propose de passer tout de suite au premier extrait. On va regarder le tout début de Little Odessa, donc, puisque c'est le premier film de James Gray, donc les toutes premières images mises en boîte par James Gray, c'est l'extrait numéro 1. Чего, блядь? Hello, It's me. It's done. I need you in Brooklyn. An Iranian jeweler is giving me problems. He needs to disappear. He's here in Little Odessa. Brooklyn's no good for me, you know that. You also dead. It's important. Что?
Call you when I get there. I'm taking you in, Lee. Not a chance. Come on out. Or do I have to come in and get you? That's the whole story, Arch. All of it. You didn't kill him. I did. Long time ago. Day I looked away and hoped he'd change. I'll have to tell Jen. I'd like to tell her myself. So is that it? That's it. On retrouve tout de suite l'atmosphère saturnienne qui caractérise les films de James Gray. Pourquoi je voulais commencer par cet extrait? Parce que je pense qu'il résume de manière assez directe et même assez explicite la posture de beaucoup de cinéastes néoclassiques, en tout cas comme on va en parler ce soir. Donc ce que vous venez de voir, comme je le disais, c'est le tout début du film. On nous présente les deux personnages principaux, deux frères. Le plus âgé devenu gangster, donc c'est Tim Roth, et le plus jeune, resté dans leur quartier natal de Little Odessa, donc à Brooklyn, c'est Edward Furlong. Et qu'est-ce qu'on voit, on pourrait dire, en substance pendant cet extrait? D'une part, c'est le premier plan, l'apparition d'un regard, ou plutôt puisqu'il est arraché aux ténèbres comme ça, ce qui est un motif, on va en reparler, assez récurrent à la fois chez Gray et chez plusieurs cinéastes néoclassiques. Donc on voit comme ça la réapparition de ce regard, et de l'autre, on pourrait dire le flétrissement du regard le plus innocent des deux, puisque voilà, la pellicule se décompose. Et tout le film, on pourrait dire de manière plus ou moins métaphorique ou plus ou moins littérale, va
guidé comme ça va mener vers la liquidation un peu de ce regard le plus innocent, celui qui est épris de cinéma hollywoodien. Et donc il y aurait évidemment dans ce portrait de deux frères quelque chose on pourrait dire d'un paradoxe interne à James Gray lui-même, qui, au moment de son éclosion en tant que cinéaste, va devoir composer avec l'absence sur les écrans du cinéma devant lequel lui a grandi. Je vous lis un extrait de ce qu'écrivait Serge Grunberg à la sortie du film, qui me semble assez parlant. Gray est un étudiant d'école de cinéma, nourri de films d'auteur, en lutte contre ce qu'il doit considérer comme la dégénérescence de la grande tradition hollywoodienne. Il veut s'inscrire contre la tendance actuelle d'Hollywood, sous-entendu des grosses productions commerciales, et produire un cinéma plus ambitieux, plus référencé, plus théorique aussi. Allons plus loin, les magnifiques décors de Little Odessa constituent une métaphore de l'état catastrophique, aux yeux de James Gray, de l'industrie cinématographique américaine. Et donc là, on va toucher à une des caractéristiques premières et principales, on pourrait dire, de ces cinéastes néoclassiques, qui serait ce sentiment d'arriver après quelque chose, d'avoir un peu manqué son créneau, et l'inadéquation, parfois plus ou moins relative, on en reparlera, entre ces artisans néoclassiques et le cinéma dominant auquel ils font face au moment de leur entrée dans le monde de la production cinématographique. Et donc il y a, à mon avis, cette idée qui est assez fondamentale dans le cinéma néoclassique, que l'envie de retrouver quelque chose du cinéma classique s'accompagne toujours de la conscience aiguë de sa disparition et de l'impossibilité, en tout cas la difficulté de le faire. On pourrait dire qu'un peu à l'image du cinéma de James Gray, le cinéma néoclassique tout entier serait comme ça un cinéma un peu d'enfant déçu et de déracinement. On voit bien là dans ce premier extrait la façon dont Édouard Furlong va devoir quitter, donc le plus jeune des deux frères, va devoir quitter un premier foyer qui serait chaleureux, qui a à la fois le cinéma hollywoodien, le western, une certaine idée de l'Amérique que le genre a pu charrier. Est-ce que certains d'entre vous d'ailleurs ont reconnu le film qui passe ? Ce sera une des rares interactions, donc profitez-en. Non. C'est La Vallée de la Vengeance de Richard Thorpe. Bon, c'était pas facile. Vous aurez une deuxième chance tout à l'heure de répondre à une question. Non, tout ça pour dire qu'il va devoir quitter donc, ce foyer chaleureux pour ce quartier de Little Odessa, recouvert par la neige, on pourrait dire déjà mortifère en forme de ruine. Je vous propose de passer tout de suite au deuxième extrait. C'est toujours un film de James Gray, c'est The Yard, que certains d'entre vous pourront rester voir juste après cette conférence. Je ne vous résume pas trop l'intrigue au cas où certains enchaînent, mais je pense que l'extrait sera assez parlant. C'est l'extrait numéro 2. Leon. Yeah, we're here. You know, you've been causing me a lot of difficulty. Policemen come to see me. I need you to help me. What is it you think I could do? I really don't know. I thought maybe you could talk to some of them people, you know, because I didn't kill anybody. Do you have any idea who did? I wish I could help you, Leo. I really do. But I gotta do what I can to protect what I built, you know, for my family. Because that's all I got left. Leo. Désolé pour les petites sautes au niveau du son. Donc c'est The Yard, on est en 2000, c'est donc le deuxième film de James Gray, qui suit donc le personnage le plus jeune de l'extrait, joué par Mark Wahlberg, Léo, qui, à sa sortie de prison, va retrouver
sa famille, on pourrait dire nécrosée par la maladie d'une part et la corruption de l'autre, puisque c'est ajouté à sa famille en son absence l'autre personnage que vous voyez dans l'extrait, joué par James Caan, qui est un ponte corrompu des transports new-yorkais. Cette idée du retour difficile, elle poursuit évidemment ce que je disais à partir de l'extrait de Little Odessa, et elle permet de circonscrire aussi ce qui serait un des motifs centraux, je pense, de la filmographie de James Gray, qui serait celui de l'étranger parmi les siens. Hein, on pense retourner dans un milieu qui nous a façonnés, et on se rend compte que tout a changé. Et donc il y a aussi... ça c'est très, très présent chez James Gray, mais on va le voir en fait en filigrane d'un peu tous les cinéastes dont on va parler ce soir, mais cette espèce de lien plus ou moins métaphorique, plus ou moins direct, qui est fait entre, on pourrait dire, l'état du cinéma, si on regarde un peu le macro autour du film, et la question de la famille. Hein. C'est chez les cinéastes néoclassiques, qui sont comme Édouard Furlong dans Little Odessa, on peut dire que le cinéma est affaire de famille, et que cette espèce de monde parfait auquel on ne peut plus appartenir aujourd'hui, il est tout à la fois le cinéma, la famille, et puis l'un et l'autre sont en fait un petit peu la même chose dans ces films. Et ce qui est assez frappant aussi dans cet extrait de The Yard, et pourquoi je l'ai sélectionné, c'est qu'on voit la manière dont James Gray essaie d'organiser une sorte de dialogue entre ces deux mondes, dans un mouvement, je dirais, un petit peu pendulaire, qui va en fait innerver d'ailleurs toute sa filmographie. On a d'un côté donc le personnage le plus jeune, qui est un peu un ersatz de James Gray lui-même, et de l'autre, James Caan, qui représente plutôt, on va dire, le monde de l'intrigue, ce qu'on appelle le milieu, la mafia, et évidemment par extension rappelle Le Parrain de Francis Ford Coppola, qui est le cinéaste fétiche de James Gray, en tout cas un des cinéastes fétiches de James Gray. Bon, vous remarquerez que Coppola n'est pas tout à fait un cinéaste classique, enfin techniquement c'en est pas un, mais disons que dans Le Parrain, c'est pas le film le plus moderne de Coppola, donc je me permets cette tricherie. Tout ça pour dire qu'on sent bien qu'il y a cette idée d'une espèce de mouvement d'aller-retour entre le présent du film et cette espèce d'autre monde auquel on aurait envie d'accéder. Mouvement d'aller-retour qui est entravé par deux choses. D'une part, la présence du champ contre champ, qui est là pendant quasiment tout l'extrait. Hein. Chacun est dans son plan et finalement il y a une coupe qui les sépare. Et évidemment, le mouvement de la lumière, qui d'ailleurs est causé par le passage des trains aux alentours. Vous avez vu qu'il y avait aussi un train au début de Little Odessa. Évidemment, la métaphore cinématographique n'est jamais très loin. Le train, la lumière. Et ce qui est assez, je pense, intéressant avec cet extrait et The Yard plus globalement, c'est qu'en fait, c'est un film qui contient, enfin qui résume presque cette espèce de désir contrarié qu'il y a chez James Gray et qui va s'exprimer dans ces deux films suivants, puisque dans The Yard, il y a un peu en germe, d'une part, donc, le film de gangster, que sera donc La nuit nous appartient. Dans La nuit nous appartient, c'est pas James Caan, c'est Robert Duvall, autre acteur coppolien, qui va incarner comme ça ce lien avec un visage passé du cinéma. Donc il doit La nuit nous appartient, qui sera un film vraiment, on pourrait dire, les deux pieds dans le film noir, le film de gangster. Et de l'autre côté, Two Lovers, que Gray réalise juste après, qui sera lui au contraire dans la veine la plus intime, familiale, psychologique, et autant, et ça avait été un peu reproché au film à sa sortie, on pourrait dire que La nuit nous appartient, qui est celui qui essaie de rejouer le plus directement le cinéma dont James Gray est admirateur, peut tomber un peu court par rapport à ces modèles, autant je pense que Two Lovers, qui est au contraire celui qui s'intéresse le plus à cet envers mélancolique, est peut-être son plus beau film. Et d'ailleurs, il y a cette question des genres dont je parlais tout à l'heure. Hein. Autant The Yard est une relecture comme ça du film de gangster, que Two Lovers pourrait apparaître comme une relecture, alors à la fois du mélodrame, mais je dirais presque au niveau de sa structure, un petit peu de la comédie romantique, hein. Un homme partagé entre deux femmes, mais où tout le film serait basculé comme ça, du côté de l'impuissance, de la résignation. Hein, il y a une scène très très belle que je ne vous montre pas par manque de temps, et que je vais décrire à la place, où le personnage de Joaquin Phoenix écrit sur le bras de Gwyneth Paltrow, qui est la femme flamboyante dont il rêve, I love you, qu'il le dessine avec sa main, mais évidemment les lettres n'apparaissent pas, et on pourrait dire que le personnage n'arrivera pas à l'échelle du film à imprimer cet amour. On parlait de la lumière, hein, et cette idée
qu'on voyait déjà dans Little Odessa, d'un monde déserté par la lumière, comme ça qu'il faut arracher à l'obscurité, elle va revenir à plusieurs reprises dans ce corpus dont on va parler ce soir, comme un témoin de cette idée dont je vous parlais, comme si la partie était déjà jouée et qu'on arrivait dans ce monde un petit peu de l'après. C'est le cas chez Gray, c'est le cas aussi dans un autre film que vous voyez en bas, dont je reparlerai un peu tout à l'heure, qui est Inside Llewyn Davis, des frères Cohen. Alors c'est vrai que j'ai plutôt placé les frères Cohen, on va dire, du côté des roublards dans ma distinction du début, mais encore une fois, la filmographie des cinéastes est une chose assez fluide, et je pense que les frères Cohen, qui ont plutôt un côté cinéaste postmoderne, de la référence, de la distorsion, ont fait au moins 2 films néoclassiques et 2 très grands films que sont No Country for Old Men et Inside Llewyn Davis, donc ça j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Maintenant, cette image un petit peu sépulcrale comme ça, elle vous fait peut-être penser à un autre cinéaste, dont le nom doit vous brûler les lèvres depuis le début de cette conférence, et vous avez bien raison, c'est Clint Eastwood. Clint Eastwood, évidemment, quand on se pose la question d'un cinéaste dans la continuité d'une tradition du cinéma classique, il y a tout de suite son nom qui nous vient à l'esprit, et pour d'assez bonnes raisons. Eastwood, il devient cinéaste au début des années 70, donc vraiment au moment où la modernité a fait son trou à Hollywood, et on parle déjà de Nouvelle Hollywood, enfin, en tout cas on est déjà dans cette mouvance-là, et il va essayer comme ça on pourrait dire de prendre le relais, d'abord en faisant des films on pourrait dire sur sa propre image, puisque Play Misty for Me et L'Homme des Hautes Plaines, qui est un western, ces 2 premiers films sont vraiment des films dans lesquels il met en scène sa propre icône, et il va utiliser ce symbole comme ça, la silhouette westernienne, comme une sorte de passerelle pour prendre le relais, vraiment, on pourrait dire en temps réel, du cinéma classique, que lui, en vérité, en tant qu'acteur, n'aura qu'entrevu, puisque Eastwood a fait vraiment le tout début de sa carrière dans la toute fin du cinéma classique. Et de fait, je dirais que cette position un petit peu de choix qu'occupe Eastwood, à la fois ça fait de lui un peu le parrain du néoclassicisme, mais en même temps ça l'exclut un petit peu de la définition que je vous propose ce soir, puisque on pourrait dire que contrairement à un cinéaste comme James Gray ou comme les autres cinéastes qu'on va citer, c'est pas un cinéaste qui s'est posé la question de naître dans un cinéma de l'après où le classicisme avait déserté les salles. Lui, il s'est plutôt posé la question de la durée, du vieillissement. Il y a une belle formule de Stéphane Delorme au sujet de J. Edgar qui parle des formes de la permanence, qui est, on peut, effectivement, dans le cinéma d'Eastwood, on sent le temps qui passe, on pourrait dire que la lumière faiblit, mais qu'il ne faut pas vraiment arracher un monde à l'obscurité. L'enjeu n'est pas tout à fait positionné, à mon avis, au même endroit. Et puis, ça me permet de ne pas passer 1h30 à parler de Clint Eastwood ce soir, donc c'est tant mieux. Jeff Nichols, dont on va parler juste après, cite lui-même Un monde parfait, film de Clint Eastwood, qui est d'ailleurs presque, on pourrait dire, son film néoclassique, enfin le plus néoclassique, au sens où c'est un film sur 2 fils qui ont perdu leur père, qui vont essayer de retrouver leur innocence perdue. Donc là, pour le coup, il y a quelque chose un petit peu de cet humour-là, comme un de ses films préférés, donc un des films préférés de Jeff Nichols, et raconte qu'il a vu Pale Rider quand il avait 6 ans et que ça l'a beaucoup marqué. Donc on voit bien que, même si Eastwood n'est évidemment pas étranger à la question du néoclassicisme, il n'appartient pas du tout à la même génération que les autres cinéastes qui vont nous occuper ce soir. Il y a plus une relation presque de parents à enfants entre Eastwood et Jeff Nichols et ses contemporains. Il y a un autre cinéaste, en fait 2, mais surtout un, que j'ai choisi de ne pas inclure dans cette catégorie néoclassique, en parlant de relations entre parents et enfants, c'est Steven Spielberg, et je mets un peu dans le même sac M. Night Shyamalan, qui sont effectivement, et surtout Spielberg, des cinéastes qui ont retenu tout un tas de leçons du cinéma classique hollywoodien. On pourrait dire le sens du récit, des films totalement au premier degré, un sens du spectacle, de la direction de regard. Il y a du Hitchcock évidemment chez ces cinéastes. Et Spielberg a même retravaillé parfois assez directement des motifs ou des idées à citer comme ça des cinéastes du cinéma classique. Si on regarde Empire du Soleil, Cheval de guerre, West Side Story, The Fabelmans, évidemment qu'il y a là-dedans un peu de John Ford, de Robert Wise, de David Lean. Mais je dirais que ce qui fait que je n'ai pas choisi de le mettre exactement dans la même veine que les autres cinéastes, c'est que je pense que Spielberg, et Shyamalan est dans le même cas, c'est pour ça que je les associe ici, est un cinéaste qui postule une certaine innocence du regard. D'où d'ailleurs sa prédisposition pour les personnages d'enfants dans ses films.
Mais il y a cette idée qu'on doit entrer dans ces films avec une certaine candeur, ce qui ne veut pas dire du tout que les films d'ailleurs soient infantiles, parce qu'on pourrait dire que la candeur est toujours l'envers du traumatisme. Chez Spielberg, il y a cette relation très, très nouée, et souvent la révélation du monde que traversent les enfants est assez brutale. Mais donc, il n'y aurait pas du tout cette sensation de venir après, mais au contraire, voilà, plutôt de revenir à une sorte de regard un petit peu primitif. En parlant de Steven Spielberg, je vous propose de passer à l'extrait suivant, qui est un peu un extrait d'un film de Spielberg à l'envers. Je m'expliquerai après. C'est le début de Midnight Special de Jeff Nichols, un film de 2016. C'est l'extrait numéro 3. Good evening. Thanks for tuning in to your news at 6. A breaking story for Central Texas tonight. Police issued an Amber Alert for an 8-year-old boy. He was abducted from his home near El Dorado, Texas last night. We don't have a photo of him yet, but this is what we do know. His name is Alton Meyer. He is 8 years old, white, with blue eyes and brown hair, 4 feet 8 inches tall, weighing roughly 60 pounds. Meyer's parents reported him missing Sunday night and believe this man, Roy Tomlin, took him. We are awaiting details on Tomlin, but police say he may be armed and should be considered extremely dangerous. If you have any information, call 911 immediately. Again, the cat has been provided with a photo of the 8-year-old, but he is white, 8 years old, 4 feet 8 inches tall, weighing roughly 60 pounds with brown hair and blue eyes, said to be traveling with this man, Roy Tomlin. Please call 911 with any information. We will keep you updated as we receive more. In other news, some Denton County residents are getting heated over a proposed road project that would limit traffic into 4 neighboring residential areas. It's time. You ready? Fuller has more on Yeah. Better loosen bed sheet. Okay. planning meeting that 2 consecutive overpasses would not be knocked down during the I-35 expansion project. And more than anything, Ross leaders say they would have appreciated a heads up. The TxDOT spokesperson said the school district and the EMS were notified, but the Ross mayor and Ross chief were not. Reached out to the TxDOT spokesperson. He has more on that. I-35 project. Coupé en plein élan, c'est dramatique. Donc, Midnight Special, on retrouve la très belle musique de David Wingo, le compositeur attitré de Jeff Nichols. Nichols qui va être un peu un des plus jeunes cinéastes, entre guillemets, dont on va parler aujourd'hui, au sens où son premier film, Shotgun Stories, date de 2007, donc on est un peu plus de 10 ans après le premier film de James Gray. Je plaisantais donc autour de Spielberg tout à l'heure. Le lien, ce serait évidemment ce rapport à l'enfance et la présence de l'émerveillement, du fantastique presque. C'est une des choses que je trouve très belle là, dans cet extrait, cette espèce de tressage entre le prosaïque et le mystère. La différence étant, c'est pour ça que je disais à l'envers, que dans Midnight Special, c'est l'enfant lui-même, puisqu'on comprend assez vite qu'il a des pouvoirs paranormaux, qui est le vecteur de cet émerveillement et de ce fantastique. Je parle de fantastique, mais on pourrait dire que le cinéma de Jeff Nichols se caractérise plutôt par cette espèce de sentiment très tellurique. C'est un cinéma très, très retenu, assez laconique, un peu un cinéma au cœur lourd, et dans lequel l'événement, l'extraordinaire, prend souvent la forme d'une menace potentiellement de fin du monde. C'est exemplairement le cas dans Take Shelter, qui est un de ses films les plus connus, dans lequel un père de famille, joué déjà par Michael Shannon, l'acteur que vous avez vu ici, est assailli de visions apocalyptiques. Et c'est le cas donc dans Midnight Special, où voilà, le destin de cet enfant mystérieux pourrait lui aussi prendre la forme d'une sorte d'apocalypse. On pourrait dire que Nichols, même si donc, il a fait
premier film bien après, se place esthétiquement un petit peu avant James Gray, au sens où chez James Gray, on arrive dans un monde, enfin plutôt on découvre que le monde auquel on voulait appartenir a disparu, et chez Nichols, on est un petit peu juste avant, c'est-à-dire qu'on est dans un monde et on sent qu'il est proche de disparaître. Encore une fois, ce n'est pas sans lien avec la position des cinéastes néoclassiques, et je dirais que dans Midnight Special se fait aussi plus explicite que jamais cette idée un petit peu du parallèle que je tissais entre le cinéma et la cellule familiale, l'intimité, hein, puisque donc, le Alton, qui est le nom de cet enfant prodige plein de pouvoirs mystérieux, est à la fois photosensible, c'est-à-dire qu'il réagit à l'exposition à la lumière. Il y a une très belle scène dans le film de lever de soleil, comme ça, qui va déchaîner ses pouvoirs. Et en même temps, il fonctionne un peu comme un projecteur, puisqu'il peut implanter des visions dans le cerveau des gens qui regardent dans les yeux. Et donc, il y a assez directement, on pourrait dire, une sorte de métaphore du cinéma dans cet enfant que Michael Shannon, le double de Jeff Nichols, puisque Jeff Nichols l'a fait tourner dans absolument tous ses films, essaye comme ça de protéger, un peu comme Nichols peut-être va essayer de porter une flamme d'un cinéma un petit peu vacillant. On parlait du fantastique, de l'extraordinaire dans le cinéma de Nichols, et je pense que c'est une question intéressante puisque le fantastique chez lui, à mon avis, n'est jamais intéressant, en tant que tel. Ça va plutôt être un moyen de charger les décors de ses films. Nichols vient du sud des États-Unis, quartiers très ruraux, et a beaucoup filmé ces décors-là, de charger ces endroits d'une sorte de tension nouvelle, comme si ça venait un peu révéler l'électricité dans l'air qui pesait sur ces décors. Et Midnight Special, un peu comme The Yards, est à ce titre-là un film qui repose sur un mouvement de balancier entre, d'un côté, l'extraordinaire, qui serait un peu le prétexte, le fil directeur scénaristique du film, cet enfant, et au contraire, un certain sens de la normalité, du quotidien, qui va permettre à Nichols de retrouver quelque chose du cinéma classique qu'on voyait beaucoup moins sur les écrans dans les années 90, alors que c'était très présent, par exemple, chez John Ford, chez Frank Capra, chez William Wellman, qui serait l'idée d'utiliser le cinéma pour dresser une peinture du peuple américain, de l'Amérique profonde, dans tout ce qu'elle a de plus quotidien et parfois de plus désœuvré. Puisque finalement, qu'est-ce qu'on voit dans Midnight Special, si on nommait les quelques scènes les plus spectaculaires? Eh ben, on voit des chambres de motel, des aires d'autoroute, des pavillons, des routes de campagne. Et Nichols va, avec cette espèce de prétexte un peu fantastique, comme je le disais, finalement retrouver quelque chose d'un territoire américain à l'écran grâce à ça. On va rester en périphérie des grandes villes pour le prochain extrait, qui sera un extrait tiré de Copland, de James Mangold. On va suivre un shérif d'une petite bourgade en périphérie de New York, joué par Sylvester Stallone. C'est l'extrait numéro 4. I'm sorry. Oh, Jesus, I'm sorry. Oh, it's okay. I heard voices. I was gonna have the base call you back anyway. Freddie! Look what you found. She's gonna be so happy. Her daddy won it for her at the fair last year, and I left it on top of the I know, car. I saw from my window. I'm thoughtful about Ray's nephew. What happened to your nose? Oh, a little accident. I was chasing a speeder. Oh, shh. Look what the sheriff found. Remember how you were crying for that today? Freddie, do you want some coffee? No, I'm fine. Thanks, Liz. Yeah, you got a little bit on you, didn't you? Come here. Okay, all right. You know what? I have to get something to clean this off. Okay. Now we got it on both sides. Isn't that nice? I'm gonna go get a washcloth, okay? All right, now you just finish. You just draw a rainbow. Enough with the sparkles. All right? Well, I was gonna call you. Not you, one of you guys. Why? What's up? Oh, someone's been dumping garbage. Garbage bags. Uh-huh. Is that them? Just one of them, the rest are mine. I don't tell Joey because then he thinks he's got to deal with it. And not that he doesn't think much of the woke about you guys. I'll take care of it. It's okay. He's got the city to worry about, right?
Wait. Donc Copland, 1997, film qui va suivre. Donc c'est le deuxième film de James Mangold qui va suivre l'histoire de ce shérif piégé dans une existence assez morne, amoureux de sa voisine qui est déjà mariée avec un agent du NYPD, puisque New York est juste à côté de cette petite ville de Garrison où se passe l'intrigue. Et qui va, au fil du récit, on pourrait dire, attaquer la corruption des policiers locaux, qui sont tous joués par d'assez grands noms du cinéma hollywoodien, Harvey Keitel, Ray Liotta, Robert Patrick. Là, on aperçoit Peter Berg sur la petite photo encadrée. Avant de revenir à l'extrait, je dis un mot de James Mangold. Je disais tout à l'heure que les cinéastes néoclassiques étaient en relative inadéquation avec la production de leur époque. On pourrait dire que c'est un peu moins vrai de Mangold, qui, pour le coup, a réussi, en tout cas, à quelque chose de l'artisan hollywoodien, un petit peu par excellence. Il a fait beaucoup de films depuis son premier film en 1995, et on va dire qu'il a oscillé comme ça entre des films plus personnels et des commandes, avec ce que ça implique de résultats plus ou moins inégaux et d'éventuelles compromissions, puisqu'il a réalisé notamment Night and Day, une comédie très calibrée avec Tom Cruise, 2 films autour de Wolverine et le 5e volet de Indiana Jones, mais aussi, en parallèle de ça, des films pour lesquels il est beaucoup plus reconnu, Walk the Line, le biopic de Johnny Cash, Le Mans 66, ce film de course, Un parfait inconnu, biopic sur Bob Dylan, sorti l'an dernier, et qui passera dans le cadre de ce cycle, que j'aurai l'occasion de présenter en toute fin février, et donc Copland. Et s'il y a, je dirais, une constante, ou en tout cas une forte récurrence dans le cinéma de Mangold, et c'est en ça qui m'intéresse dans le cadre de ce petit tour d'horizon du cinéma néoclassique, c'est que dans tous ces films, et même les plus commerciaux, se pose la question des modèles. On pourrait dire que tous ces personnages sont soit eux-mêmes des modèles, soit vieillissants, c'est le cas dans Indiana Jones, dans Logan, soit en crise avec leur statut de modèle, c'est exemplairement le cas dans Un parfait inconnu, ou à l'inverse, comme dans Copland, avec ce personnage de shérif, donc Freddie Eflin, c'est le nom du personnage, des admirateurs, donc de l'autre côté, on pourrait dire, de la barrière, piégés dans ce rôle, piégés dans le fait qu'ils n'ont pas réussi, ou ils n'arrivent pas à être ce à quoi ils aspirent. Et on se doute évidemment qu'il y a quelque chose de la position de Mangold lui-même dans le cinéma de son époque, puisque dès son 2e film, il se retrouve un peu comme ce shérif défait face à tout un tas de légendes du cinéma de l'époque, alors Stallone y compris, mais il y a aussi Faye Dunaway, Robert De Niro dans le film. Là où il rejoint un cinéaste comme James Gray, c'est aussi sur cette notion que je trouve très belle dans l'extrait que je voulais revenir, c'est sur cette idée d'être finalement bloqué au seuil d'un monde qu'on convoite, mais auquel on n'arrivera jamais à appartenir. C'est ce qui me semble très beau dans l'extrait, la façon dont, dès que Freddy pénètre dans cette maison, il est rien que le regard de la photo de ce flic du NYPD qui a le statut auquel lui il rêve suffit comme ça à le tétaniser, à lui faire faire demi-tour. Très belle musique, cette fois c'est Howard Shore. Et on pourrait dire que tous les films de Mangold vont graviter comme ça autour de cette distance entre un modèle et un admirateur, cette posture du regardeur, et vont être fondés comme ça sur des champs contre champs entre d'un côté celui qui admire et de l'autre celui qui est admiré. La question qui se pose ensuite, et là où à mon avis les films de Mangold souvent sont assez touchants, c'est comment franchir ce gap, comment résorber cet écart, et plus largement dans la question de Mangold lui-même, comment tutoyer des figures tutélaires comme Johnny Cash, Bob Dylan et tous les autres. Et la réponse, à mon avis, et c'est très frappant dans ces 2 biopics musicaux, donc Walk the Line et Un parfait inconnu, qui sont par ailleurs des films assez différents, et je trouve Un parfait inconnu un film d'ailleurs supérieur, mais ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils vont transformer
leur personnage principal, qui est a priori, on va dire, la star du film, en admirateurs eux-mêmes. Donc ce sera de June Carter, la chanteuse jouée par Reese Witherspoon dans Walk the Line, ou un peu des légendes du folk, Woody Guthrie, Pete Seeger dans Un parfait inconnu. Et donc, finalement, c'est en tant qu'ils sont eux-mêmes admirateurs que Mangold, grand admirateur du cinéma et de ses figures, va pouvoir s'identifier avec eux et se mettre à leur niveau, on pourrait dire, les tutoyer comme ça. Et là où ça me semble assez intéressant, assez révélateur pour l'objet de la conférence, c'est que on peut voir d'une certaine manière ce même raisonnement appliqué à l'histoire du cinéma tout entière enfin pas tout entière, mais à un référent dans l'histoire du cinéma dans 3h10 pour Yuma. Donc James Mangold a réalisé en 2007 un remake de ce classique du western, 3h10 pour Yuma, 1957, film de Delmer Daves, qui raconte comment un simple fermier, Dan Evans, va se transformer un peu occasionnellement en garde du corps d'un prisonnier, Ben Wade, pour le guider jusqu'au train qui doit l'amener en prison, pour des raisons purement financières, pour sauver sa ferme. Et donc Mangold va réaliser un remake de ce film. Donc, cette fois, c'est plus Van Heflin, Glenn Ford, c'est Christian Bale, Russell Crowe. Et donc la question se pose de comment est-ce que finalement Mangold va se mesurer entre guillemets à ce classique du genre. Et bien comment il fait ça? Il va introduire dans le film, ou plutôt le faire émerger, un personnage qui a été tout à fait tertiaire dans l'original, qui est le fils de Dan Evans, donc le fils de ce fermier qui va faire cet acte héroïque. Et contrairement à l'original, donc le personnage finalement agit moins, on pourrait dire, par grandeur morale. Le film repose moins sur un cas de conscience qu'il n'agit cette fois pour devenir le modèle qu'il sait qu'il doit être pour inspirer son propre fils. Et donc il y a ce déplacement comme ça de l'enjeu d'un film à l'autre qui, je trouve, révèle bien la posture de Mangold, ce qui l'intéresse dans les films, et surtout la façon dont il va inventer comme ça, à l'échelle des films, on pourrait dire des stratégies qui révèlent son propre rapport à la question des modèles. Et là, je pense qu'on arrive à un des nœuds un peu du cinéma classique, c'est que je pense que là où tous les cinéastes dont on parle ce soir sont les plus intéressants, c'est moins dans leur capacité à faire illusion, à faire comme le cinéma classique, que précisément à mesurer cette distance, à l'intégrer, la refléter, la digérer à travers les films, à travers la mise en scène, la fiction, pour recréer une passerelle entre le moment présent et ce cinéma, un peu leur racine de cinéma. C'est aussi là où, à mon avis, on peut exonérer en partie le cinéma néoclassique d'un des reproches qui lui est souvent fait, qui serait celui, en gros, d'un cinéma académique qui va essayer de rejouer comme ça des formules déjà usitées, et au risque un peu de films en forme de bonne copie, mais sans inventivité. Je trouve qu'au contraire, alors évidemment, il y a des films plus ou moins bons dans les filmographies des cinéastes dont je parle, mais à mon avis, c'est des films qui sont justement intéressants quand ils intègrent cette distance, quand ils la transforment en stratégie de mise en scène. C'est là où on va pouvoir un peu agrandir notre petit corpus. Donc là, je vais aller un peu plus vite sur certains cinéastes, notamment en intégrant des cinéastes qui ne sont pas des millennials. Je pense par exemple à James Cameron. Vous avez peut-être vu Avatar 3 qui est sorti il y a à peu près un mois. James Cameron qui, pour dire raviver, ressusciter les grands mélodrames hollywoodiens, les grandes fresques hollywoodiennes, va venir les brancher comme ça d'incroyables machines, que ce soit un paquebot titanesque dans Titanic, ou la forêt de Pandora, qui est en forme de réseau informatique géant, comme ça, dans les Avatars. Donc il y aurait chez lui cette idée un peu transhumaniste, à la fois à l'intérieur de la fiction et dans les moyens avec lesquels elle va voir le jour sur l'écran, ces nouveaux moyens technologiques, une espèce de manière de retourner à une sorte d'idéal du cinéma classique. On pourrait parler aussi d'un cinéaste comme Michael Mann. Je vais essayer de ne pas être trop long, une conférence entière serait nécessaire, qui fait partie, je pense, de ces cinéastes qui sont partiellement néoclassiques. Certains de ces films, je pense, rentrent dans cette catégorie, d'autres beaucoup moins. Je pense qu'il y a une rupture assez forte au moment de Révélation, je ne sais pas si vous connaissez ce film de 99. Esthétiquement, on va dire qu'il y a un shift un petit peu à ce moment-là, mais un film comme Heat est évidemment une des
une des pierres angulaires, un des joyaux un petit peu du cinéma néoclassique, qui va reprendre comme ça une architecture de films noirs, de films de gangsters. On peut y voir beaucoup de... comment dire, pas de référence, mais disons, on sent que Mann a beaucoup vu et aimé Quand la ville dort de John Huston, hein, The Asphalt Jungle, mais avec cette idée de presque doubler la durée du film, puisque ça dure 3 heures, pour creuser au maximum ces deux figures principales, hein, le flic d'un côté et le voleur de l'autre, jusqu'au point de rupture, au moment où ils vont se rejoindre, ce qui fait comme ça du film une espèce un peu de pierre terminale de ce genre. Pour rester dans l'héritage du polar et du polar urbain, on pourrait ajouter un cinéaste, et en tout cas un film qui d'ailleurs va passer ici le dimanche 18 à 17h30, notez-le bien, c'est très important, qui est donc Traîné sur le bitume, et son réalisateur S. Craig Zahler. Alors S. Craig Zahler, c'est à mon avis, je pense, le cinéaste américain le plus intéressant à avoir émergé pendant la décennie 2010, bien qu'il ait fait que 3 films, qui est cinéaste et romancier d'ailleurs, qui a fait plus de romans que de films. Il faut croire que c'est plus facile à financer, et qui, à l'écrit ou à l'écran, aura retravaillé comme ça tout un tas de genres, le western notamment, hein, c'est le cas dans Bone Tomahawk, ce film qui mélange western avec cinéma gore, cinéma horrifique, le film de prison, très inspiré notamment d'un film de Don Siegel avec Section 99, et donc encore une fois, le polar avec Traîné sur le bitume, Drague de Cross Concrete, film de 2019, avec à chaque fois, que ce soit dans ses livres ou dans ses films, ce sentiment que les personnages vont devoir porter sur leurs épaules, là on retrouve notre fibre néoclassique, mais un monde en voie de décrépitude, à moitié décati. La passerelle, on pourrait dire à ce moment-là, de Zahler, et c'est d'ailleurs quelque chose qui est vraiment génial, je pense, dans Traîner sur le bitume, qui va lui permettre, on pourrait dire, de retrouver un peu d'équilibre dans ce monde, ça va être son attention scrupuleuse aux détails, aux procédures, aux évaluations, aux jugements. Traîner sur le bitume, c'est un film où les personnages, qui sont donc deux flics ripoux, passent leur temps à calculer des angles d'attaque, évaluer des probabilités. Et donc il y aurait dans cette espèce de recours un peu à la géométrie, on pourrait dire, un moyen de tenir à distance la violence arbitraire du monde qui les entoure. Et Zahler, je pense que c'est aussi un cinéaste intéressant, puisque ce serait un de ceux chez qui ce sentiment néoclassique résonne le plus avec l'envie de s'emparer d'un climat politique de l'Amérique contemporaine. On pourrait dire chez lui que la disparition des formes classiques, mais aussi des corps classiques, va de pair avec l'envie de prendre la température d'une certaine Amérique blanche, déclassée, qui va devoir laisser sa place, parfois... comment dire, avec perte et fracas, c'est tout à fait d'ailleurs raconté, mesuré, problématisé dans Traîner sur le bitume, à de nouveaux corps, de nouvelles cultures. On pourrait, pour se changer un peu les idées, parce qu'on n'a pas beaucoup rigolé jusqu'ici, parler de James L. Brooks, cinéaste, alors, notamment très connu, parce qu'il a été producteur et scénariste pour la télévision, mais qui a fait aussi des films à partir de 83, un Tendre Passion, film avec Jack Nicholson, qui s'est spécialisé dans la comédie sentimentale, on pourrait dire, et chez qui l'expression des sentiments, c'est des grands films sur la question de la communication, semble ne plus aller d'elle-même, demande un effort supplémentaire, demande de passer la barrière d'une langue, demande une deuxième prise, on passe son temps à dire une chose puis se contredire, faire une action puis la refaire plus tard, parce que voilà, on a affûté notre jugement. Et donc il y aurait comme ça cette espèce de distance supplémentaire qui sépare les personnages dans les comédies romantiques de James L. Brooks de l'autoroute un petit peu de la romance, comme on l'a pu la voir dans certains classiques hollywoodiens. Il y a une citation de Jean-Sébastien Chauvin au sujet du dernier film en date, entre guillemets, puisque James L. Brooks a sorti un film aux États-Unis fin 2025, dont la sortie française début 2026 a été annulée faute de résultats au box-office. Donc ça, c'est Ella McKay, qu'on devrait sûrement réussir à voir. Mais donc, son précédent film commence à voir. Et Chauvin écrivait « C'est comme si aujourd'hui, pour les créatures de ce nouveau siècle, l'accès immédiat aux choses était une denrée rare. » Donc il y aurait cette idée, on pourrait dire néoclassique, d'une distance supplémentaire, d'un pas supplémentaire à faire pour retrouver une forme d'évidence un petit peu des sentiments. Et on pourrait dire à peu près la même chose des personnages de Nora Ephron, autre spécialiste de la comédie romantique. Elle a aussi écrit, elle ne l'a pas réalisé, parce que c'est pour ça qu'il n'est pas sur cette diapo, mais Quand Harry rencontre Sally, un classique du genre.
où on va retrouver un peu cette, je dirais, voilà, cette distance supplémentaire par rapport à l'évidence des sentiments, en particulier dans deux films qui sont Nuit blanche à Seattle et Vous avez un message. Vous avez un message qui est d'ailleurs un remake direct de Rendez-vous de Lubitsch, donc là le lien avec le cinéma classique est assez évident. Et ce qui est très intéressant par exemple dans Nuit blanche à Seattle, donc comédie romantique, Tom Hanks, Meg Ryan, c'est la façon dont, on pourrait dire, le film va rejouer les motifs de la comédie romantique, mais à l'heure du contemporain, en tout cas du contemporain de la sortie des films, c'est-à-dire une espèce de comédie romantique à distance, par téléphone, radio, messages interposés, courrier, par informatique, en particulier dans Vous avez un message, et où les personnages principaux, en fait, dans Nuit blanche à Seattle, ne se rencontrent qu'à la toute fin du film. Il y a d'ailleurs une scène assez révélatrice, on pourrait dire, de ce côté néoclassique chez Nora Ephron dans Nuit blanche à Seattle, puisqu'on voit l'héroïne qui regarde à la télévision Elle et lui de Léo McCarey, donc Cary Grant, Deborah Kerr, en s'exclamant que c'était une époque où les gens savaient aimer, avant de donner elles-mêmes rendez-vous à Tom Hanks en haut de l'Empire State Building, comme les personnages du film de Léo McCarey. Et donc, il y a un peu cette idée que finalement, face aux grandes distances qui séparent les individus de notre monde contemporain, eh bien, le cinéma néoclassique, enfin le cinéma classique plutôt, va constituer un moyen de résorber la distance et de redonner foi en l'amour, puisque, encore une fois, on retrouve ce sentiment de perte. Dans Nuit blanche à Seattle, le personnage de Tom Hanks a perdu sa femme et pense qu'il ne pourra plus jamais aimer. Et donc le cinéma classique agit comme une sorte de réparateur à cet endroit-là. Et enfin, pour finir ce petit tour d'horizon, on pourrait parler de Peter Bogdanovich, qui est un petit peu un néoclassique, on pourrait dire, avant l'heure, puisqu'en fait, Bogdanovich est un cinéaste qui appartient à la génération des cinéastes du Nouvel Hollywood. Il fait d'ailleurs son premier film La Cible à la toute fin des années 60. Mais contrairement aux autres cinéastes de son époque qui ont un peu pris le train de la modernité, encore une fois, je simplifie, il y a plein de cas particuliers, lui va être tout de suite avoir ce sentiment que un renouveau à Hollywood veut dire la fin d'un certain Hollywood. Et d'ailleurs Bogdanovich, qui était critique avant d'être cinéaste, a passé toutes les années 60 à recueillir la parole de John Ford, Hawks, Alan Dwan et tous les autres cinéastes les plus importants de l'époque, puisqu'il sentait bien que la fin d'une ère approchait. Et aura tout de suite, dans ses films, on pourrait dire, intégré sur un mode mélancolique amplifié certains éléments caractéristiques du cinéma, par exemple de John Ford, dans La Dernière Séance ou La Barbe à Papa, ou de la comédie à la Howard Hawks, dans What's Up Doc ou Broadway Therapy, qui est son dernier film 2014. Donc il y a chez Bogdanovich, combien même il n'appartient pas vraiment aux générations de cinéastes néoclassiques, ce même anachronisme un petit peu malgré soi, ce regard dans le rétroviseur typique du cinéma néoclassique, et cette sensation de la fin d'une période d'insouciance ou d'innocence. Je vous propose, pour rester sur cette notion et en même temps faire honneur à la rétrospective intégrale Jeff Nichols organisée pendant ce cycle, de terminer avec un dernier extrait du dernier film de Jeff Nichols, qui est The Bike Riders, portrait d'une bande de motards dans les années 60, qui est raconté intégralement à partir du témoignage de la compagne d'un de ces motards. Et donc là, c'est un double extrait, j'ai collé 2 moments du film dans ce que vous allez voir, où va être question le personnage de Johnny, qui est le fondateur du club, c'est le personnage joué par Tom Hardy. Et donc on va voir un extrait au moment de la création et un autre extrait plutôt pas loin de la dissolution, en tout cas d'un certain visage du club. C'est l'extrait numéro 5. Tell me more about Johnny. Like what? I don't know, like how he started the club. You know how he started the club? I heard he was watching TV. You know, Johnny's not like the rest of these guys. You know, how they're all bums. I mean, he's not a square or nothing, but Johnny's got a good job, you know? He's had the same job as long as I've known about him. What was that? Truck driver. He's a truck driver, yeah, short roads, you know, like the Midwest. But I mean, he's got a family. Right. Yeah. 2 daughters. His wife, Betty, she's all right, you know. I mean, a lot of these girls, oof, I can't stand to be around because it's always, you know, that's my man. Don't be looking at my man, you know. But Betty, she's not like that. Hey, what do you mean by Johnny was watching TV? He was watching Marlon Brando on TV and got the idea for the club. I mean, that's what I heard, anyway. Girls. Well,
like Rebels Motorcycle Club. Isn't that cute? Hey, Johnny, when are you rebelling again? What do you got? What do you got? What? Man, Any ideas? A few. But I want to take a look at the test before I commit. How was your evening? where'd it goes? We're friends. Yeah, I gotta head out. You coming back tonight? Yeah. You grab some eggs on your way home. I don't want to get out again. Well, I apologize for the way she acted, Steve. Oh, it was late. Kay was a guest star coming out. Yeah. She was very content. She couldn't understand why I wasn't. On sent bien le changement d'ambiance entre les deux moments que je vous ai montrés. Je parlais donc d'inventer des passerelles pour renouer avec ce moment de l'âge d'or, cette idée en tout cas d'un âge d'or, et on pourrait dire que celle de Bike Riders, c'est donc ce récit rétrospectif raconté donc non pas par un des bikers, mais par Cathy, cette femme que vous avez vue, qui a une position intermédiaire, à la fois un pied dans le club et un pied en dehors. Et je pense que c'est un peu l'une des forces du film, ce dispositif, puisque avec cette espèce de pas de recul potentiel, pendant tout le film, Nichols va réussir à articuler en fait deux facettes. On aurait d'une part, on pourrait dire l'idéal des motards, le côté voilà, l'idéal rebelle, romantique, la vitesse, ce pouvoir d'abstraction de la vie quotidienne, cette iconographie un petit peu du biker à la Marlon Brando, comme on voit dans le film, dans L'équipé sauvage. Qui a réalisé L'équipé sauvage d'ailleurs ? Bien joué, c'était pas facile. Bien joué. Donc on a à la fois on pourrait dire voilà, cette iconographie romantique du biker et son envers beaucoup plus trivial, miteux, quotidien, en tout cas beaucoup moins glorieux, et qui est en fait déjà résumé dans le premier extrait. On voit bien que finalement le Johnny du film, ce n'est pas le personnage de Brando, qui s'appelait Johnny dans L'équipé sauvage, ce rebelle pur et dur, c'est au contraire celui de Tom Hardy, qui fait un peu une sorte d'imitation un petit peu de Brando, en tout cas qui se rêverait en Brando, mais qui est en fait une espèce de quinquagénaire voilà, à la vie beaucoup plus morne et triste. Ça fait un peu, pour sortir les grandes expressions, mais un peu de The Bike Riders, je dirais le film néoclassique ultime, au sens où il parvient à la fois à problématiser cette question d'un passé doré auquel on se réfère, et à lui rendre justice, hein, à nous donner à voir cette sorte d'utopie un peu réalisée, sans être jamais trop béatement sans jamais trop béatement l'accréditer. Et là où le film devient, à mon avis, assez beau, c'est dans cette manière de distiller, on pourrait dire, la fin de l'époque où cette illusion à laquelle on souscrit volontiers, hein, ce vent de liberté, aussi fragile soit-il, va prendre fin. Et ça se traduit assez directement dans la structure du film, puisque si la première partie est un peu sur le mode de la chronique, hein, ou on pourrait dire presque de la série de portraits, puisque le film est adapté d'un livre de photographie de Danny Lyon, qui est donc le personnage que vous voyez qui tient le micro dans l'extrait. Et donc la première partie va être comme ça, une série un petit peu de moments où on suit la vie du club, voilà, sur le mode de la chronique. Et la deuxième moitié, au contraire, va, on pourrait dire, progressivement reprendre une structure un peu plus dramaturgique à mesure que certains marqueurs temporels précis vont faire irruption dans le film, notamment la question de jeunes membres du club qui reviennent du Vietnam, l'héroïne plutôt que le cannabis, un personnage aux allures un peu de Charles Manson qui nous rappelle la fin de l'utopie des années 60. Et donc progressivement, le film va, on pourrait dire, retourner sur des rails et donc se précipiter vers sa fin. Et je trouve qu'on sent bien là dans le double extrait que je vous ai montré, un petit peu l'idée que en quelques scènes, le monde s'est dépeuplé et, comme on le voit à travers la télévision, c'est presque toute une époque qui a basculé. Avant, on avait au cinéma, enfin à la télévision, le cinéma, maintenant des sitcoms, etc. Et on sent qu'à travers ce petit détail, il y a tout un imaginaire qui a basculé et voilà, ce rêve un peu sur roue ne va plus être possible.
Et je pense qu'il y a cette idée récurrente et très belle dans le cinéma néoclassique de la parenthèse qui se referme, comme si le retour de l'histoire, vraiment de la chronologie, allait forcément précipiter la fin d'un âge d'or reconstruit par le cinéma. Et c'est là, à mon avis, aussi où le cinéma néoclassique, finalement, dit quelque chose de l'histoire américaine, et pas seulement l'histoire des formes hollywoodiennes, mais traduit un petit peu un sentiment, je dirais, profondément mélancolique. Alors évidemment, le cinéma américain n'a pas attendu les cinéastes néoclassiques pour être mélancolique, hein. Le cinéma du Nouvel Hollywood, on pourrait dire, joue en permanence l'euphorie et la gueule de bois mêlées. Mais là, cette idée que ce moment particulier, doré du cinéma américain et de l'histoire américaine, l'utopie des années 60, aura mis quelques générations à se digérer. Et donc on arrive à cette génération des cinéastes néoclassiques qui sont des cinéastes qui ne croient plus on pourrait dire, à l'avancée de l'histoire comme un horizon enviable, prometteur ou rédempteur, mais qui le voit au contraire comme le début d'une nuit qui va s'abattre sur un âge d'or. Et c'est d'ailleurs une chose qu'on retrouve dans les deux films que je mentionnais tout à l'heure, les films néoclassiques des frères Coen, No Country for Old Men et Inside Llewyn Davis, un film que vous connaissez sûrement. Dans No Country, cette idée du retour de l'histoire, elle est un peu plus métaphorique, abstraite, hein, mais le film commence comme ça par ces panoramas un petit peu ancestraux de l'Amérique, une espèce d'Amérique comme ça endormie, un petit peu légendaire, hein, puisqu'il est question comme ça des vieilles histoires qu'on se passe de génération en génération à travers le personnage du shérif joué par Tommy Lee Jones dans le film. Et progressivement, le mouvement va apparaître dans le film et, on va dire, mettre fin à cette espèce d'Amérique rêvée avec l'apparition de figures, même si le film se passe en 1980, donc on est un petit peu après le moment un peu des utopies, mais avec le Vietnam qui va être mentionné plusieurs fois et cette espèce de personnage de tueur très inspiré de la nouvelle violence froide qui avait lieu aux États-Unis à ce moment-là. Et dans Inside Llewyn Davis, là, ça va être de manière encore plus directe et explicite. Donc, le film suit un chanteur folk, Llewyn Davis, donc joué par Oscar Isaac, qui, encore une fois, on y revient, a manqué son âge d'or puisqu'il avait un duo très prometteur avec un partenaire qui est décédé et qui donc vit un petit peu au jour le jour. Et on retrouve cette forme, on pourrait dire, de la chronique, voire de la boucle, hein. On a l'impression que chaque journée commence un petit peu de la même manière. Il se réveille dans le canapé de quelqu'un d'autre, qu'il a tout un tas de plans plus ou moins brinque-ballants qui lui permettent de vivoter. La fin du film, d'ailleurs, fait mine de reboucler avec le début, hein. Il y a cette construction cyclique qui est très forte. Ça commençait par un concert, ça se termine par un concert, un petit peu dans les mêmes conditions, etc. À la différence près que, cette fois, qui passe après Llewyn Davis sur scène, c'est un jeune chanteur qui n'est pas nommé dans le film, mais qu'on identifie directement comme Bob Dylan. Et donc là, on pourrait dire l'irruption de ce marqueur historique très fort, de cette figure que nous, public, on reconnaît instantanément, comme ayant été comme ça un moment décisif de l'histoire de la musique, va briser, on pourrait dire, la bulle constituée par le film. Et puisqu'on sait très bien, nous, en tant que spectateurs, que c'est Bob Dylan et non pas Llewyn Davis qui aura marqué le monde de la musique, le monde de la pop, de la folk, occupé cette place, et on pourrait dire même avoir mis fin à une idée de la folk, hein, puisque Dylan était aussi vu comme un fossoyeur d'une certaine folk, hein, c'est ce qui est aussi très bien raconté dans Un parfait inconnu, et que donc cette espèce de rêve hors du temps de Llewyn Davis va se fissurer à l'arrivée de ce personnage. Et je tenais à finir un petit peu sur cette idée du temps, de l'histoire, puisque je pense que le cinéma néoclassique, en tout cas comme je l'ai abordé ce soir, il y a évidemment tout un tas de cinéastes que j'ai dû laisser de côté, il y a tout un tas de choix, bien sûr, mais je pense que ce serait une mauvaise façon de le prendre que de le penser comme un cinéma un petit peu atemporel, qui essaierait de ressaisir presque l'air de rien quelque chose du cinéma classique, de reprendre comme si de rien n'était, où on s'était arrêté. Je pense qu'au contraire, c'est un cinéma hanté par le temps, et dont c'est vraiment le sujet principal, le temps, son écoulement irrémédiable, et qui va chercher des moyens, par la mise en scène, de créer des espaces hors du temps, de conjurer cette avancée inéluctable. Et donc les cinéastes néoclassiques, sans être totalement dupes, on pourrait dire, de leurs opérations, ont quand même, cette fois-là, dans le cinéma et le pouvoir de la mise en scène. Ce serait un cinéma un petit peu
d'orphelins rêveurs, de modèles déchus parfois, qui filment certes un monde en train de sombrer, une parade déjà passée, pour reprendre l'expression, mais qui a aussi foi en la possibilité pour le cinéma de raviver, ne serait-ce que momentanément, cet âge d'or derrière eux. Voilà, merci de m'avoir écouté.